Bonjour, bienvenue aux interviews du CNCH. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir le professeur Galinier. Bonjour. Il s'agit donc aujourd'hui de l'interroger, de vous interroger sur un sujet qui nous pose problème tous les jours. C'est l'application des recommandations de l'ESC qui nous a donné 4 magnifiques médicaments pour, en tout cas, un protocole qui valide ces 4 médicaments. Mais on a le problème de l'introduction. Est-ce qu'il faut se presser? Est-ce qu'il faut lutter contre les effets secondaires? Et donc là, on aimerait avoir votre retour et votre expérience et votre avis sur ce sujet. C'est la première fois qu'on a une recommandation de classe 1 qui nous impose, puisque classe 1 c'est une obligation, de mettre en route les 4 médicaments de base de l'insuffisance cardiaque après pression réduite au décours de l'hospitalisation pour décompensation et nous donne 6 semaines pour obtenir la dose cible ou la dose maximale tolérée. C'est simple. Quand un malade est hospitalisé dans vos services, c'est pour une congestion, en dehors des rares cas cardiogéniques qui nécessitent une thérapeutique spécifique. Et quand vous avez besoin de décongestionner un malade, vous avez recours aux diurétiques avec un S. Non seulement le furosémide, mais également les inhibiteurs GLT2 et les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes qu'il faut donner dès l'entrée des patients, après contrôle de la fonction rénale et de la kaliémie. Bien sûr, il ne faut pas avoir une hyperkaliémie. Ça va favoriser la décongestion et l'utilisation de moindres doses de furosémide, donc vous n'allez pas mettre le malade en hypovolémie. Et dès qu'il est stable, 48 heures en règle générale, après contrôle de la fonction rénale, vous bloquez le système rénine-angiotensine et de préférence, vous introduisez le sacubitril valsartan, c'est une recommandation américaine, c'est du 1A, les Américains, ils ne vont pas prendre de la cuillère parce que c'est plus efficace que les IEC. Sauf si le malade est en stade 4, ou a eu un choc cardiogénique, ou a une systolie trop basse, inférieure à 100, où vous restez fidèle aux IEC, ramipril 1,25. Et ensuite, avant la sortie, vous mettrez en route le traitement bêta-bloquant, plus précoce s'il a vu une arythmie. Et donc, il sort avec les 4. Et puis, vous allez le revoir tous les 15 jours, en présentiel ou en distanciel, et vous allez augmenter simultanément, si la tension artérielle le permet, ou alternativement, les posologies des bloqueurs du système rénine-angiotensine, des bêta-bloquants et des antagonistes récepteurs minéralocorticoïdes, avec des règles simples. Premièrement, il faut privilégier l'augmentation des posologies des bloqueurs du système rénine-angiotensine, notamment du sacubitril valsartan. Deuxièmement, il faut accélérer l'augmentation des doses de bêta-bloquants si le malade reste tachycarde avec une fréquence cardiaque supérieure à 80-90 par minute, surtout s'il a une fibrillation atriale, bien sûr s'il n'est pas congestif. Troisièmement, n'hésitez pas, si la tension artérielle le permet, si solide supérieur à 100 mm de mercure, pas d'hypotension orthostatique, d'augmenter simultanément les doses du bloqueur de système rénine-angiotensine et de bêta-bloquants. Et quatrièmement, vous allez adapter les posologies d'ARM en fonction de la persistance ou non de syndrome congestif et de la kaliémie. Si le malade reste congestif, s'il y a une hypokaliémie sous l'effet du furosémide, vous augmentez très rapidement les ARM. Sinon, vous le ferez plutôt en fin de parcours. Et parallèlement, vous diminuez les doses de furosémide pour que le malade le tolère bien et qu'il n'ait pas d'hypotension. Et pratiquement à la fin, vous verrez que vous n'aurez pratiquement plus de furosémide. Et puis, à l'impossible, nul n'est tenu. Ça, c'est vrai chez le commun des insuffisants cardiaques, mais chez les patients les plus fragiles, les plus âgés, après 80 ans, eh bien, il ne faudra pas augmenter tous les 15 jours. Tant pis pour les recommandations, on augmentera tous les mois. Très bien, je trouve que c'est extrêmement clair. Je retiens notamment le furosémide. Finalement, c'est un marqueur. Si on a pu se passer du furosémide, c'est qu'on a réussi le challenge. Effectivement, moi j'étais très réticent, de par mon âge, de par mon expérience, à diminuer, à arrêter le furosémide. Mais mes jeunes m'y ont poussé, et avec ces nouveaux protocoles d'incrémentation rapide des traitements, on aboutit fréquemment à l'arrêt du furosémide. C'est remarquable, et le malade est très bien stabilisé. Donc, n'hésitez pas à le diminuer pour augmenter les doses des médicaments de fond, voire chez le malade parfaitement stable, à l'arrêter. On retient ce chiffre de 6 semaines, donc c'est un challenge justement, une milestone. On se dit, voilà, là, il faut vraiment essayer d'être dans ce temps-là, mais vous avez donné aussi le chiffre de 15 jours. Tout le monde n'arrive pas à faire ça. Donc, vous encouragez vraiment à ce que les patients aillent dans des filières. Comment faire si on ne peut pas voir les patients avant 1 mois ou 2 mois? Nous, c'est facile parce qu'on a une équipe pluriprofessionnelle de cardiologie avec des infirmières spécialisées en insuffisance cardiaque. On n'a pas d'IPA, mais ça revient exactement au même, qui nous aident. Et puis, tous nos patients pratiquement sont sous télésurveillance.
y compris de l'attention artérielle à fréquence cardiaque, et nos infirmières s'occupent de la biologie en amont de nos consultations, ou plutôt de nos téléconsultations. Donc c'est vrai qu'on a les mains sur le guidon, on arrive, on a l'attention artérielle, la fréquence cardiaque, la biologie, ça nous demande quelques minutes d'incrémenter les médicaments, et bientôt nos infirmières le feront pour nous, quand elles seront bien formées, ce qui est pratiquement le cas. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir une équipe pluriprofessionnelle comme la nôtre. Bon, il faut adapter. L'étude Strong, c'est vrai. Mais premièrement, elle n'avait pratiquement pas d'inhibiteur GLT2, puisque c'était en amont. Les bloqueurs de l'angiotensine, c'était surtout des IEC. Et puis, le groupe témoin était un groupe particulièrement, il faut dire, maltraité. Donc, si vous adaptez Strong, si vous le faites non pas tous les 15 jours, mais tous les mois, si vous y arrivez, l'important, c'est d'y arriver et d'avoir surtout la volonté d'y arriver. Donc, ne vous formalisez pas si vous les voyez tous les mois ou tous les 15 jours. L'important, c'est la cible. Mais par contre, il faut vraiment avoir cette volonté d'y arriver. Et puis, attention, vous ne pouvez pas faire tout en présentiel, mais on peut faire beaucoup de choses grâce à la télésurveillance et à la télétitration. Ouais, ça, c'est un élément très important. En tout cas, je crois que le message est très clair. Il y a un but, il vient d'être bien défini. Il y a une date. On n'a pas tout son temps pour tout faire. C'est vraiment, il faut le faire assez rapidement. Évidemment, comme on peut, mais assez rapidement. En tout cas, merci beaucoup pour ces éléments très précieux qui, j'espère, permettront d'améliorer encore le traitement de nos patients. Merci. Je sais que vous avez la volonté de le faire. On va y arriver.